avez pris la bonne décision de prendre le rendez-vous pour tout savoir dans Tout Savoir. Bonjour et bienvenue à vous, fidèles internautes. Bientôt 2 ans que traîne ce mal, Corona ou Covid-19. Ces 2 mots résonnent dans nos têtes depuis fin 2019. Beaucoup de personnes y ont laissé leur vie, d'autres par chance ou grâce à un bon traitement s'en sont sortis. Pour ce nouveau numéro de votre émission Tout Savoir, c'est le jardin de délices de Sénan qui nous accueille. Et je reçois pour vous un médecin généraliste, Docteur Sagesse Oshofa. Docteur, bonjour. Une autre charmante dame est avec nous et elle restera aussi jusqu'à la fin. Elle a pour nom Ressou Fontenelle. Fontenelle, bonjour. Bonjour. Ma première question va s'adresser directement à vous, docteur Sagesse. Dites-nous, quand on parle de Covid-19, que peut-on retenir de cette maladie? De façon simple, on dira Covid-19, c'est pour dire une maladie induite par un coronavirus. Le 19 est mis pour l'année à laquelle cette maladie émergente est apparue. Et donc, en résumé, c'est une maladie qui est induite par un nouveau type de coronavirus à ARN simple et qui a commencé depuis 2019 et qui continue à sévir jusqu'à nos jours. Dites-nous alors les modes de transmission de la Covid-19. Le premier mode de transmission, c'est celui-là, par des gouttelettes qui sont émises par les voies aériennes d'un sujet qui est contaminé. Et une fois que ces gouttelettes sont propagées dans l'air, elles vont pénétrer dans les voies respiratoires d'un individu sain et vont se développer à l'intérieur de ces voies respiratoires. Un autre mode de contamination, c'est par le contact avec un objet qui a été souillé par ce virus. Et lorsque vous touchez cet objet et que, sans vous laver les mains, vous allez manger par exemple, ou vous touchez les yeux, le visage, les yeux, la bouche ou le nez, vous permettez à ce virus de pénétrer dans votre organisme, soit par voie digestive ou par voie aérienne, nasopharyngée ou au contact de vos yeux. Je pense que notre personne ressource pourra nous en dire plus parce que je vous rappelle qu'elle est une survivante, elle a eu la Covid et elle s'en est sortie. Alors, Fontenelle, comment avez-vous eu la Covid? J'ai organisé un événement et il y avait eu du monde, assez de monde. Et voilà, le lendemain de l'événement, je me sentais pas bien. J'avais la fatigue en fait. J'étais fatiguée. Je me suis dit, OK, c'est normal. Après un événement, c'est normal que je sois fatiguée. De jour en jour, la fatigue persistait. J'avais aussi la courbature. Ça, c'était la catastrophe en fait. Donc, je pouvais plus me lever. J'avais la nausée. Donc, je me suis dit, OK, vu que je voyage dans quelques jours, je vais faire le test rapidement. Si c'est là, j'ai fait le test et voilà, c'était positif. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a dit, Madame Fontenelle, vous avez la Covid? Déjà, je n'y ai pas trop cru parce que, bon, je me suis dit, peut-être c'est une blague parce que moi, je pensais justement à mon voyage. Je me dis, c'est une blague, c'est une blague. J'étais comme ça, bon, je me suis dit, bon, peut-être que le lendemain, on va réessayer puis ça serait négatif, mais bon. Vous avez réessayé? Non, je n'ai pas réessayé, mais avec les symptômes, tout ce qui a suivi, franchement, j'ai commencé par croire que ça existe. Docteur Sagesse, est-ce qu'il y a des signes évocateurs? De façon générale, il y a des symptômes qui sont très évocateurs, comme je l'ai dit. Et ces symptômes, il s'agit essentiellement de la fièvre, de la courbature, de la fatigue, l'asthénie intense ou pas. Les maux de tête qui peuvent s'y associer. On peut avoir une grippe, donc le nez qui coule, la gorge qui est sèche. Puis, on peut avoir des signes respiratoires locaux, c'est-à-dire une toux sèche initialement, qui, avec le temps, va devenir productive et progressivement va s'installer une altération de l'état général. Et on peut même aller jusqu'à la détresse respiratoire ou d'autres symptômes qui sont carrément atypiques, c'est-à-dire la diarrhée, les vomissements, des signes digestifs. Comment est-ce qu'il faut poser le diagnostic pour la Covid? Le diagnostic de certitude se fait à la PCR. On fera un prélèvement nasopharyngé, comme ça a été le cas pour notre invité. Ce prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé va être techniqué
pour pouvoir mettre en exergue l'ADN du virus. Et donc, dans ce cas, vous êtes positif. Par contre, on peut également être amené à poser le diagnostic de COVID, non pas sur la PCR, mais sur la base de certaines données d'imagerie, telles que le scanner. Et il y a des images qui sont très évocatrices de la COVID, du COVID autant pour moi, et qui nous permettent, dans une certaine mesure, lorsqu'on a un faisceau d'arguments cliniques, mais pas de PCR positive, mais on peut se baser sur ces arguments radiologiques, d'imagerie, pour statuer si effectivement on est devant un cas de COVID ou pas. S'il y a quelqu'un qui nous suit actuellement et qui ressent par exemple les symptômes que vous venez de lister, qu'est-ce que cette personne-là peut faire d'abord avant de se rendre à l'hôpital par exemple? Lorsque quelqu'un commence à avoir les symptômes, l'attitude à avoir, c'est premièrement de se rendre aussitôt dans le centre de santé le plus proche, de se faire consulter par un médecin, d'éviter le retard dans la prise en charge parce que plus vous traînez, c'est une course contre la montre, plus vous traînez, plus votre état s'aggrave et parfois on n'arrive pas à récupérer les patients lorsqu'ils arrivent trop tard. L'autre attitude qu'il faut avoir, c'est qu'il y a des numéros verts qui ont été mis à la disposition du public. Si vous avez des interrogations, vous avez des doutes, ou peut-être que vous avez peur de vous rendre dans un centre de santé parce que vous pensez qu'on va vous stigmatiser parce que vous avez hypothétiquement le COVID, vous pouvez appeler ces numéros, poser vos problèmes et les personnes qui sont à ces différents centres de call center pourront vous orienter vers les centres de santé, pourront vous dire ce qu'il faut faire pour que votre prise en charge soit optimale, adéquate et prompte. Dame Fontenelle, quand vous avez eu vos symptômes après le test, comment est-ce que ça s'est passé? On m'a dit que je devrais être sous traitement pendant 10 jours avec la chloroquine et d'autres comprimés. Donc, j'étais restée enfermée dans ma chambre pendant des jours sans sortie. Vous n'étiez en contact avec personne? Non, je n'étais en contact avec personne. C'est vrai que je me sentais un tout petit peu isolée des autres. Il y avait des enfants aussi parmi nous, donc je ne devais pas permettre que les enfants soient en contact avec moi. Mais est-ce qu'après votre période de traitement, est-ce que des membres de votre famille ont été infectés? Il n'y avait pas eu de membres infectés parce qu'automatiquement, quand on m'a dit que j'avais cette pandémie-là, les autres étaient immédiatement sous traitement aussi. Docteur, dites-nous, est-ce qu'il y a des personnes à risque de développer des risques de gravité? En général, il s'agit des patients diabétiques hypertendus. Dans la littérature, il est fait mention des patients qui ont des cancers évolutifs. Certains sont plus à risque de développer que d'autres en fonction du type de cancer dont il s'agit. Il y a également des maladies telles que la drépanocytose, les néphropathies, donc les maladies du rein et certaines pathologies qui concernent le foie. Il est mieux de faire attention, de prévenir plutôt que d'attendre de subir les conséquences de cette maladie. Je voudrais vraiment savoir comment est-ce que vous avez fait le traitement, puisque vous aviez dit que vous êtes resté à la maison durant tout le temps. Ça a duré combien de temps déjà? 10 jours, c'est beaucoup. Et vous n'êtes jamais allé à l'hôpital pendant les 10 jours? Pendant les 10 jours, je dirais que je suis allée à l'hôpital une seule fois parce que, arrivé au 3e jour, je n'en pouvais plus. Je ne supportais pas la chloroquine. J'avais la nausée, je vomissais tout le temps, j'étais fatiguée. Et là, ça n'allait pas du tout, pas du tout. Je n'arrivais pas à manger en fait. J'avais plus le goût à quoi que ce soit. Je ne sentais même plus l'odeur de quoi que ce soit. Je me disais, mais est-ce que je suis vraiment vivante en fait? J'ai vraiment souffert, donc voilà. Et le 3e jour, j'étais obligée de dire que je devais arrêter avec la chloroquine. Je n'en pouvais plus. Et on m'a mis à l'hôpital et on m'a mis sous perfusion pour que je puisse reprendre quelques forces et après continuer avec la chloro. Parce qu'on m'a dit que si j'abandonnais, ça serait compliqué et tout ça. Je devais reprendre à zéro et tout. Donc, j'ai fait l'effort et voilà, j'ai continué par prendre la chloroquine jusqu'à terminer.
Alors, comment est-ce que votre famille vous a soutenu dans cette période? Puisqu'ils étaient là, ils devraient être là, mais en même temps ne pas être très proches de vous. Comment ça s'est passé cette période? Ma famille était plus triste que moi parce qu'ils se disaient le coronavirus, ça tue, ça tue. Ils avaient peur en fait. Ils se disaient, est-ce qu'elle va survivre avec tout ce qu'elle faisait? Elle était fatiguée tout le temps, elle vomissait. Mais ils m'ont vraiment soutenue. Des fois, je restais enfermée, c'est vrai. Ils me disaient, mais il faut sortir, il faut porter ton cache-nez, viens rester avec nous au salon. Je disais, non, je ne peux pas, il y a les enfants là, je vais rester dans ma chambre. Donc, ils essayaient de se rapprocher un tout petit peu de moi pour que je ne sois pas dans la dépression. Docteur, je reviens à vous. Quels sont les moyens de traitement? Les moyens de prise en charge que nous utilisons ici sont essentiellement la chloroquine, l'azithromycine et on peut s'aider de vitamine C accompagnée de zinc et quelquefois de vitamine D quand il s'agit des cas simples. On peut être amené à utiliser plus de moyens thérapeutiques lorsque il ne s'agit pas d'une forme simple comme ça a été le cas pour notre invité. J'exhorte ceux qui nous suivent de pouvoir aller vite à l'hôpital pour qu'on puisse vous orienter. Si vous êtes une forme simple, pour qu'on puisse savoir quel traitement vous mettre. Si vous êtes une forme grave, pour qu'on puisse vous orienter le plus tôt vers ces différents sites de prise en charge et pour que vous puissiez bénéficier de ce traitement complémentaire qui n'est pas disponible en pharmacie et au grand public, en fait. La question que je m'en vais vous poser maintenant, je suis sûre que Madame Fontenelle se l'est déjà demandé plusieurs fois et certainement nos internautes aussi se le demandent. Est-ce que une fois après avoir eu la maladie, on a encore les risques de recontracter cette maladie-là? Même si vous avez été malade, vous pouvez refaire encore une autre fois la maladie. Ça peut être une forme moins grave que la forme que vous avez eue précédemment, comme ça peut être également une forme grave. Et dans la littérature, il y a des articles qui ont évoqué des patients qui ont été malades et qui ont refait des formes graves dans un délai plus ou moins court, à moyen long terme, on va dire. Alors, ce n'est pas le moment de laisser les gestes barrières, Madame Fontenelle, parce que le risque est encore là. Comment prévenir alors la COVID? C'est assez simple. Déjà, il faut éviter les rassemblements. Ensuite, le port du masque est très important. L'autre moyen de prévention qui découle toujours du mode de transmission de cette maladie, c'est le lavage des mains à l'eau et au savon. Si on n'a pas de l'eau et du savon à portée de main, utilisez un gel hydroalcoolique pour se laver les mains. Respectez cette distance de 1 mètre entre deux interlocuteurs, entre les personnes physiques. Au moindre symptôme, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Il est le plus habilité pour savoir ce qu'il faut faire. Avant de vous laisser, je voudrais un dernier mot. Dites-nous quelque chose sur le vaccin. Avec la vaccination, aujourd'hui en France, je pense que sur 10 personnes qui sont hospitalisées en milieu de réanimation, 8 personnes qui développent des formes graves n'ont pas été vaccinées. C'est assez parlant, c'est assez évocateur pour vous dire que certes, il y a peut-être des effets secondaires qui peuvent découler de la vaccination. C'est comme tout autre traitement, c'est comme quand vous prenez votre paracétamol, vous pouvez avoir des effets secondaires qui peuvent être simples comme graves. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une certaine immunité que ces vaccins-là nous confèrent, c'est des immunités acquises et qui nous permettent d'éviter de faire des formes graves. Donc, autant faire des formes simples, rester à la maison dans un milieu où on a plus ou moins ce soutien familial-là, plutôt que de ne pas le faire et de se retrouver à faire des formes graves et se retrouver dans des situations où on peut ne pas récupérer. Ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'il faut négliger les gestes barrières. Donc, on peut être vacciné et être porteur asymptomatique comme ou être vacciné et faire des formes simples ou graves. Mais donc, le plus important, c'est déjà de se faire vacciner si on en a la conviction et de continuer à respecter les gestes barrières pour protéger non seulement nous, mais tous ceux qui nous entourent.
Madame Ressou Fontenelle, quels conseils pouvez-vous donner à tous nos internautes sur la COVID-19? La pandémie du coronavirus existe et de ne pas être ignorant ou ignorante comme moi je l'ai été parce que je n'avais jamais cru à ça en fait jusqu'à ce que je sois infectée. Donc n'attendez pas d'avoir été infecté avant de croire à ça. Il faut anticiper, il faut prévenir cette maladie en respectant les gestes barrières surtout. Voilà qui est bien dit. Nous étions avec le docteur Sagesse Ochofa, médecin généraliste, et Madame Fontenelle Ressou, une patiente qui a survécu au Covid-19. Nous espérons que ce numéro de Tout Savoir vous sera utile. Je rappelle que nous avons été accueillis par le jardin du restaurant Les Délices de Sénan, situé à Aconville, donc Calavi. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous remercions aussi nos sponsors qui ne cessent de nous accompagner. Prenez le rendez-vous pour de prochaines découvertes.